Bien, bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, on reprend donc cette deuxième session de la matinée qui est placée sous le thème cadre de perception, représentation, quelle méthode avec un point d'interrogation. On est toujours sur le même format, donc je le dis surtout pour nos intervenants, 10 minutes plus 10 minutes. Et la première communication est celle de Nadia Gauduchot, perception de l'utilisation de réponses produites par une IA dans la communication interpersonnelle. Bonjour à toutes et à tous. Ok. Voilà. Donc, je vais vous présenter une étude qui porte sur donc, la perception des réponses intelligentes, ou on dit aussi Smart Reply. Donc, la traduction possible, c'est donc réponse intelligente. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des fonctionnalités donc, qui s'appuient sur une IA et donc, qui proposent en fait, des réponses courtes lorsque vous recevez un message. Donc, vous pouvez trouver ça dans le courriel, notamment avec Gmail. Et vous pouvez aussi trouver ça avec des systèmes de messagerie instantanée. Donc, par exemple, dans les systèmes de Messenger, donc d'Android, vous avez aussi cette fonctionnalité-là. Et donc, l'utilisateur, il peut sélectionner une des réponses proposées au lieu de composer, taper lui-même le message. Alors, pourquoi cette situation me semble intéressante? Alors, bon, déjà, on peut supposer, même si ce n'est pas certain, que ce type de technologie va être amené à se développer avec l'essor de l'IA. Et puis, il s'agit d'une situation de communication interpersonnelle qui me semble assez inédite. Alors, pourquoi elle est inédite? Parce que, en fait, c'est une situation dans laquelle le responsable, le locuteur, donc qui est responsable des énoncés, n'est pas auteur des énoncés. Là, c'est en fait l'IA qui est auteur des énoncés, ou on pourrait dire aussi co-auteur des énoncés. On peut discuter de est-ce qu'il est juste auteur, on va dire si l'IA est auteur ou co-auteur. Par ailleurs, c'est une situation un peu atypique, puisqu'en fait, il n'y a pas de notification au destinataire. Donc, le destinataire ne sait pas que l'information, le message qu'il lui a envoyé a été, on va dire, composé par une IA. Ça se fait en quelque sorte à son insu. Donc, c'est une situation assez particulière. Alors, en littérature, il y a le prêt de plume, ce genre de choses, mais dans la communication interpersonnelle, on peut pas. Enfin, voilà, ça me semble assez inédit. Donc, je trouvais intéressant d'étudier comment cette situation de communication est perçue par les utilisateurs et d'étudier si c'est compatible ou cohérent avec le modèle de la communication que peuvent avoir les utilisateurs. Alors, ce travail s'inscrit dans un champ d'investigation qui s'appelle celui de la communication médiée par l'IA. Donc, il y a eu déjà beaucoup de travaux sur ce genre de questions. Juste quelques informations pour situer ce travail. Les travaux sur la communication médiée par l'IA ont montré qu'il y a un impact en fait, de l'utilisation de ces technologies sur les interactions. Donc, par exemple, il y a un biais de positivité. Les messages qui sont proposés par l'IA sont toujours plus connotés positivement que des messages qui ont été spontanément créés rédigés par un humain. Et par ailleurs, les études qui s'intéressent à la perception que peut avoir le partenaire, donc qui reçoit ce type de message, montrent qu'elle est plutôt négative. Alors évidemment, c'est dans des situations expérimentales, parce que dans les situations naturelles, on ne sait pas que c'est une IA qui a composé le message. Donc quand ce sont des expériences, on voit bien qu'il y a un effet négatif, par exemple, sur des dimensions comme la confiance, la coopération ou l'authenticité. Donc moi, ce qui m'intéressait dans cette étude, c'était de se focaliser sur le locuteur, sur l'émetteur. Quelle perception il a de la situation, et non pas celui qui reçoit le message. Alors, donc, ce qu'on a fait, donc j'ai travaillé avec un collègue, donc enseignant-chercheur en informatique. On a imaginé, en fait, on voulait en fait proposer des scénarios où les participants devaient se mettre en position de répondre à un message en utilisant la réponse intelligente ou en n'utilisant pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imaginé des scénarios de communication donc de deux types. C'est les deux types qui nous semblaient assez représentatifs des usages et des outils existants. Des échanges professionnels avec Gmail et puis des échanges personnels par SMS. Donc, on a inventé ces scénarios en imaginant des situations qui nous semblaient, on va dire, plausibles, en essayant d'avoir un miroir échange professionnel et personnel. Donc, on est arrivé à 18 scénarios. Ensuite, on a généré les réponses intelligentes, puisque pour des raisons techniques, en fait, voilà, on était obligé de jouer les scénarios sur nos téléphones, sur nos messageries, etc. On a recueilli ces informations, on a filtré ces informations en enlevant les doublons, en sélectionnant les réponses intelligentes qui nous semblaient appropriées en tant que locuteurs. Et ensuite, on les a pré-testées auprès d'un échantillon d'utilisateurs qui correspondaient aux caractéristiques de notre population cible, en l'occurrence des étudiants de notre université, donc en formation d'ingénieurs qui ont une vingtaine d'années. Donc ça nous a amené à retenir 59 réponses intelligentes, qui nous ont permis d'être utilisées pour l'étude finale. Dans cette étude finale, on a 56 autres participants qui avaient les scénarios, avec c'était un questionnaire papier, et ils avaient une espèce de
d'image, on va dire, d'un téléphone et puis d'un message reçu sur messagerie. Et ils devaient répondre au message qui leur était envoyé. Vous aviez une phrase de descriptif avant rapide qui résume le contenu du message. Et à chaque fois, ils devaient répondre soit en utilisant la réponse intelligente, on leur demandait d'entourer, soit en écrivant leur propre réponse, soit en utilisant la réponse intelligente et en la complétant. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, dans Gmail, en fait, vous avez la possibilité, quand la réponse s'affiche, de la compléter. Donc c'est pour ça qu'on a proposé cette option. Et on l'a aussi proposé pour le téléphone. Et dans ce cas-là, on écrit un message complémentaire en plus de la sélection. Donc, par ailleurs, donc, parmi ces participants, 13 ont fait donc, avec moi un entretien qui visait à expliciter leurs réponses et à commenter leurs réponses au questionnaire. Donc moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'analyse des entretiens, quels discours ont été produits et voilà. Mais quand même, avant, je vais vous donner quelques informations sur ce qu'ils ont répondu au questionnaire pour que vous ayez quand même un peu une idée. Donc, en gros, vous avez, on va dire, un tiers, enfin, à peu près, on va dire, des participants, dans un tiers des cas, ils ont décidé d'écrire eux-mêmes la réponse. En moyenne, dans un tiers des cas, on va dire, ils ont décidé d'utiliser la réponse intelligente. Et puis dans l'autre tiers, bon, c'est un peu moins, ils ont décidé d'utiliser la réponse intelligente et de la compléter. Il y a des différences entre courriel et SMS, mais vous voyez, ces différences, ce n'est pas trop dans le choix d'écrire soi-même la réponse, mais c'est plutôt de compléter la réponse ou pas. Dans le courriel, souvent, ils vont compléter de la réponse, alors que dans le SMS, ils utilisent la réponse telle qu'elle sans forcément la compléter. Donc voilà pour l'analyse des questionnaires. Et voilà, j'en dis pas plus parce que ce n'est pas trop l'objectif d'aujourd'hui. Alors, donc, pour les entretiens, donc on a analysé donc, les discours qui ont été produits pour expliciter, justifier le fait de choisir la réponse intelligente ou de ne pas choisir la réponse intelligente. Donc c'est ça que j'ai essayé de repérer. Quelles thématiques sont évoquées pour justifier de la choisir ou de ne pas la choisir. L'objectif, c'était de voir quel était leur modèle donc, de la communication, donc en regardant comment ils évaluaient, ils jugeaient les réponses intelligentes. J'ai regardé aussi... quand ils évoquaient cette thématique, est-ce que c'était plutôt pour les courriels ou est-ce que c'était pour les courriels ou est-ce que c'était pour les SMS? Donc j'ai essayé de classer comme ça les arguments, les thématiques qu'ils donnaient. J'ai construit donc une grille d'analyse qui est bottom-up en lisant plusieurs fois mes entretiens. Et donc j'arrive à une grille qui a 3 grandes thématiques. La première, c'est est-ce que le message est approprié, donc l'évaluation de la qualité du message. La deuxième thématique, c'est la participation à l'interaction. Est-elle acceptable? Et la troisième thématique, c'est l'évaluation de la technologie. Est-elle appropriée, utile? Donc maintenant, je vais détailler chacune de ces thématiques. La première thématique, donc l'évaluation de la qualité des réponses. En fait, j'ai plusieurs sous-thématiques, j'en ai 3. La première sous-thématique, c'est celle de la qualité informationnelle des réponses, l'informativité des réponses. Et il y a 2 aspects qui sont évoqués par les participants. La pertinence de l'information ou la quantité d'informations limitée. Je vous rappelle que ce sont des messages courts, donc pour tout le monde, ce sont des messages qui ont une quantité d'informations limitée. Ce qui est intéressant à noter, c'est que dans la plupart des cas, ce sont des arguments pour, du coup, justifier de ne pas utiliser la réponse intelligente, mais pas toujours. Parfois, ça peut être aussi des arguments qui sont utilisés pour justement l'utilisation de la réponse intelligente. Donc on va utiliser cette réponse intelligente parce qu'elle est courte, ou on va ne pas l'utiliser parce qu'elle est courte. Voilà. Évidemment, ça va dépendre du contexte. Et il n'y a pas grande différence entre le courriel et le SMS sur cette dimension-là. Petite précision, ce que vous voyez comme chiffre, c'est le nombre de personnes qui ont évoqué ce thème. Voilà, ce n'est pas les occurrences, mais le nombre de personnes qui ont évoqué ce thème. Donc, deuxième sous-thématique dans l'évaluation de la qualité des réponses, c'est l'adéquation à la relation à la politesse. Alors là, dans ce cas-là, à chaque fois, ce sont des arguments qui sont donnés pour ne pas utiliser la réponse intelligente. Et vous avez plusieurs choses qui sont évoquées. L'absence de salutation, donc qui constitue les ouvertures et les clôtures des messages, en particulier pour le courriel, puisque les 12 personnes sur les 13 donc, ont évoqué cet argument pour justifier de ne pas l'utiliser pour le courriel, alors que seulement 2 pour le SMS. Ça, c'est forcément impossible pour les participants. Autre chose, j'ai également noté que certains participants regrette l'absence de réaction que j'ai appelée sociale rituelle, par exemple le fait de s'excuser, le fait de justifier lorsqu'on a commis une faute. Et ça, les réponses intelligentes ne le proposent pas. Donc ces espèces de réponses rituelles ne sont pas proposées dans les réponses intelligentes. Autre chose, le manque d'expressivité, souvent évoqué par les participants. Et dernière chose, alors c'est pas un manque, c'est la brièveté des réponses est considérée comme impolie pour de nombreux participants. Ensuite, troisième sous-thématique de l'évaluation des réponses, c'est l'évaluation de l'adéquation
au contexte. Et en fait, ces arguments-là, ils vont plutôt servir pour justifier le fait d'utiliser la réponse intelligente. Et en gros, la réponse intelligente, elle est possible, elle est appropriée dans 3 contextes. Elle est appropriée selon le type d'outil. Elle est plus appropriée pour le SMS que pour le courriel. Elle est appropriée selon l'action en cours et on va l'utiliser plus souvent lorsqu'on est en situation de mobilité ou de multi-activité. Et elle est appropriée en fonction de la continuité de l'interaction. Et donc pour les participants, lorsque la réponse intelligente, elle va se situer dans un contexte où il y aura des échanges préalables ou futurs, dans ce cas-là, elle peut être utilisée. La deuxième grande thématique qui apparaît dans les entretiens, c'est donc la question de la participation à l'interaction et est-ce qu'elle est acceptable, cette participation. Et donc ça renvoie directement au fait que les participants donc, ne sont pas auteurs des messages. Donc le fait de ne pas être auteur des messages, premièrement, ça pose problème en termes de réciprocité. Les participants vont évoquer l'absence de réciprocité lorsqu'ils vont sélectionner une réponse intelligente. Et cette thématique-là, on va la retrouver encore plus souvent lorsqu'il s'agit de faire des commentaires sur les SMS. Donc le fait de dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour les SMS. Et c'est assez logique, parce que je vous rappelle que les scénarios, pour le courriel, c'est une situation professionnelle, pour le SMS, c'est des relations personnelles, hein, plus en famille, amis, etc. Donc, pour les participants, utiliser une réponse intelligente, c'est un manque d'effort. Et par ailleurs, on va voir qu'ils vont s'inquiéter de l'impression produite sur le destinataire et du fait que le destinataire va percevoir ce manque d'effort dans la relation. La deuxième thématique, donc toujours sur la question de la participation à l'interaction, c'est l'authenticité. En fait, les participants évoquent le thème de l'authenticité, mais avec 2 conceptions différentes de l'authenticité. Pour certains, un message va être authentique s'il est donc conforme à la pensée, à la personnalité de l'individu. Et donc, dans ce cas-là, la réponse intelligente, elle est potentiellement authentique. Si le responsable, si le locuteur considère que ça le représente, alors du coup, c'est authentique. Et dans ce cas-là, ceux qui évoquent cette forme d'authenticité peuvent l'utiliser pour justifier de l'usage des réponses intelligentes comme du non-usage s'ils considèrent qu'une réponse intelligente ne les représente pas. En revanche, on a une autre conception aussi de l'authenticité. Et cette fois-ci, c'est l'authenticité comme liée au fait de produire le message, donc à l'action de produire le message. Et dans ce cas-là, la réponse intelligente ne peut pas être authentique. Et c'est pourquoi vous voyez qu'à chaque fois, ce type d'argument va être utilisé pour justifier de ne pas utiliser la réponse intelligente. Alors, il y a une troisième thématique que là, je n'ai pas présentée parce qu'elle est assez... elle est peu fréquente, c'est celle donc, du coup, de l'adéquation de la technologie. Donc, les participants, donc, il y en a 3 sur les 13, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de diapo, parlent également de l'utilité de la technologie. Mais voilà, c'est aussi un thème qui revient, l'utilité de la technologie, notamment le gain ou la perte en termes de charge cognitive à utiliser ces réponses intelligentes, et aussi la compatibilité avec leurs pratiques habituelles des outils, voilà, des SMS. Voilà. Donc, je n'ai pas fait de diapo, mais c'est une thématique, mais quand même assez peu fréquente. Donc, pour conclure, premièrement, l'objectif, encore une fois, c'était de voir quelle était la perception de ce type de situation, de ce type de technologie. Même si, quand on regarde les résultats du questionnaire, il y a quand même un nombre non négligeable de participants qui décident d'utiliser les réponses intelligentes. Il y en avait, on va dire, un tiers. Finalement, dans les commentaires, dans les discours produits, on observe que ce qui est évoqué, c'est plutôt une communication qui est appauvrie plutôt qu'enrichie, puisqu'il y a de nombreuses critiques qui sont faites finalement sur ces messages. L'autre objectif, c'était de voir quel modèle de communication les participants avaient. Et on observe en fait qu'ils utilisent, qu'ils mobilisent différentes règles. La maxime de quantité, la maxime de relation. Donc là, en fait... ma catégorie sur l'information, ça rejoint ça. Voilà, la maxime de quantité et la maxime de relation. Évidemment, des règles de politesse, des règles d'appropriation contextuelle, et puis 2 autres éléments qui sont la réciprocité et l'authenticité. Donc, si on fait un peu le bilan, on se rend compte que c'est une technologie qui, finalement, est assez peu compatible avec le modèle de la communication des participants, puisqu'en termes de relation, en termes de réciprocité et de politesse, c'est ce qui semble vraiment problématique. Voilà, j'ai fini. Votre communication, on a encore 6 minutes sur le slot imparti pour des questions. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est très intéressant comme sujet.
Personnellement, ce serait une question potentiellement sur le futur et la manière dont vous pensez poursuivre sur le sujet. Je pense en particulier en fait aux utilisateurs de Gmail sur ordinateur, dans le sens où on voit de plus en plus que l'IA de Google, en l'occurrence, s'adapte à la manière de parler de la personne et va proposer des réponses qui sont justement de plus en plus, enfin qui emploient les tournures que les utilisateurs ont l'habitude de mettre dans leur mail. Est-ce que potentiellement ce serait une poursuite que vous envisagez d'étudier? C'est pour ça que j'ai un collègue en informatique qui a participé à l'élaboration du questionnaire. Au départ, on imaginait éventuellement faire varier le type de réponse et la manière dont l'IA allait du coup proposer les réponses. Donc oui, c'est une piste possible. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on n'a pas accès aux algorithmes en fait. Donc c'est pour ça qu'on a nous-mêmes généré du coup les réponses pour qu'elles soient plausibles, pour qu'elles soient celles qu'on pourrait trouver sur le marché entre guillemets. Mais donc ça, c'est un peu compliqué de savoir comment fonctionnent les algorithmes. Donc il faut qu'on les produise nous-mêmes, enfin que mon collègue les produise. Mais oui, on aimerait bien travailler sur cette dimension-là. Et par exemple, là, je ne l'ai pas évoqué dans les entretiens, mais c'est sur la question de l'authenticité. On voit bien que si on a le sentiment que ça nous représente, alors la réponse peut être acceptable, quoi. Donc oui, c'est une poursuite possible. Et puis la poursuite aussi, c'est surtout sur avoir une autre population. Parce qu'on a donc des jeunes. Et c'est intéressant, mais par exemple, nous, on s'est rendu compte que les messageries et les SMS, ce n'était pas du tout utilisé par cette population. Donc ça nous pose un problème. Les courriels, finalement, ce n'était pas un souci, puisqu'ils ont fait des stages, donc ils savent utiliser un courriel, donc ça leur parle. Par contre, les SMS, ça ne leur parle pas du tout. Donc il faudrait qu'on puisse du coup, proposer cette étude à une autre catégorie de population. Merci. Je me permets de greffer une question pendant que les autres se préparent, juste sur ce qui vient d'être dit, et puis sur ce point d'authenticité, parce que j'ai une doctorante qui est en train de terminer sur l'évaluation des réponses de chatbot. Alors, ce n'est pas exactement la même chose, mais et elle, dans l'authenticité, naturellement, le paramètre essentiel qu'elle a vu, c'est l'idiomaticité, en fait. Et dans une des réponses que vous avez montrées, il était question, c'est du vocabulaire basique ou quelque chose comme ça, donc ça m'a fait penser à cette notion d'idiomaticité. Est-ce que ça revient ? Est-ce que c'est une sous-dimension, une troisième dimension d'authenticité, ou est-ce que là, ce n'est pas du tout présent ? Je pense que ça l'est un petit peu, mais ce n'est pas forcément ce qui est central. C'est vrai que l'exemple évoquait ces points-là, mais ce qui était plutôt important, c'est que cela me représente. C'est vraiment ce qui était utilisé. Mais ça peut être une piste intéressante aussi pour revoir un petit peu aussi les entretiens. Parce que parfois, voilà, on peut... Merci. Bonjour, merci pour cette présentation. Du coup, je ne sais pas si vous avez la donnée, mais est-ce que dans vos participants, il y en a certains qui utilisent la technologie régulièrement? Est-ce qu'il y a une petite évolution un peu dans les réponses, que ce soit positives ou négatives, qui ont été mentionnées par les participants? Alors, ils l'utilisent assez peu. On leur a demandé, en effet, et ils l'utilisent assez peu. Voilà. Ils l'utilisent un petit peu pour le courriel et jamais pour le SMS, puisqu'ils n'utilisent pas de SMS, donc logiquement, voilà. Mais assez peu, en fait. Donc on a du pas du tout à... C'était une échelle, et donc on entre le pas du tout et un peu, mais pas plus. Et ça, c'est vrai que les données je n'ai pas évoqué parce que je voulais être assez courte, mais on a du mal à évaluer l'usage de ce type de technologie. Dans les pays anglo-saxons, il y a des articles qui montrent que c'est assez fréquent pour le courriel. Je ne suis pas certaine que ce soit le cas en France. Donc voilà. Donc, sur les usages, on ne sait pas trop quoi, finalement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et sur notre population, c'est plutôt léger, quoi. Encore une question, oui. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez observé un phénomène un peu de réticence et vis-à-vis de l'observation que ces propositions font, à savoir, s'il y a une proposition, c'est qu'elle est en rapport avec ce que l'on dit, donc ce que l'on écrit est du coup observé, et du coup, voilà, je voulais savoir, est-ce que ça provoquait justement une sorte de suspicion par rapport à Big Brother, quoi. Alors, c'est un thème qui a pu être évoqué par certains, mais en fait, les étudiants, c'est une université de technologie, et pour eux, en fait, la technologie n'est pas assez avancée pour permettre ça. Donc, ils ne s'inquiétaient pas trop, finalement, du fait qu'ils allaient être surveillés, que ces messages pouvaient les surveiller. C'était même plutôt l'inverse. Ils considéraient que, finalement, c'était assez pauvre. Et c'est vrai que c'est une IA, pour ce genre de technologie, qui est assez pauvre par rapport à certaines IA, quoi. Donc, plutôt pas. Mais par contre, ce thème est déjà arrivé. Si vraiment ça pouvait prendre en compte nos communications sur le téléphone, etc., alors oui, pour certains, voilà.
pas énormément, mais un petit peu. Voilà. Mais c'est surtout que finalement, il évoquait peu parce qu'ils savent que les technologies qui sont utilisées là ne sont pas forcément les plus avancées, on va dire. Merci beaucoup. Donc, nous enchaînons avec la communication suivante de Boumedine Bouriche. Travail en équipe et partage social des émotions, approche dialogique des représentations sociales. C'est parfaitement ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, vous pouvez le constater sur le titre de ma communication. Moi, je suis surtout intéressé par les relations entre émotions et représentation sociale, au sens où j'aborde des émotions comme des dispositions au service de la construction sociale de la connaissance. Et donc, ma posture épistémologique va être sur de la psychologie sociale, sociétale. Donc ça, c'est l'idée. Alors, l'objectif de la recherche, c'est d'étudier ici, pour la communication, pour le colloque Coladis, d'étudier la mise en dialogue d'un objet de représentation sociale lors d'une situation de partage social émotionnel. Et ce que je veux tester, c'est l'hypothèse d'un effet dialogique contrasté selon la valence de l'expérience émotionnelle et fonction du statut structural, je vais revenir sur cette idée, de ces éléments, notamment en faisant référence à la théorie des représentations sociales, spécifiquement l'approche structurale des représentations d'Abric en 1993, mais également liée aussi aux insertions sociales des locuteurs. Alors je pars sur la conception théorique que j'avais proposée dans un article en 2022 autour de la triade sémiotique psychosociale chère à Moscovici, autour de l'idée que, là on va partir sur l'exemple qui est l'objet, qui est le travail en équipe, objet avec des enjeux sociaux forts, parce que c'est un objet de la vie quotidienne, et sur lesquels les acteurs sociaux, les agents sociaux peuvent avoir des positionnements similaires ou contrastés. L'idée, pour faire intervenir les émotions, c'est que dans le travail en équipe, dans la situation vécue d'un travail en équipe, et un petit peu, c'est le point commun entre les représentations sociales et les émotions, c'est que le facteur déclenchant, c'est une contrainte de la réalité. L'inattendu, la nouveauté, le non familier, l'étrangeté, voire l'incertitude. Donc une situation, un événement comme par exemple le gain ou la perte de performance dans une équipe peut entraîner le vécu d'émotions. Et c'est ce que j'ai qualifié et tension émotionnelle, parce que moi, mon travail va se situer dans la dynamique entre les tensions générées par les émotions et sur la triade psychosociale. Donc cette tension émotionnelle va se situer à un niveau individuel, et à partir du moment où on vit une émotion et que l'expérience individuelle est une expérience émotionnelle, il va y avoir un travail cognitif qui va se traduire par de la tension psychologique entre l'ego et l'objet, ici le travail en équipe. Et à partir de ce moment-là, le sujet individuel devient porteur de connaissances liées à son expérience émotionnelle, qui fait de lui un intralocuteur. Et le travail ensuite de cet intralocuteur, compte tenu de l'expérience émotionnelle qu'il a vécue dans le cadre du travail en équipe, peut être d'aller voir les autres et valider ou pas l'expérience qu'il a eue dans le travail en équipe. Évidemment, aujourd'hui, je vais vous proposer une recherche que j'ai faite sur cette phase 3, qui est la tension dialogique, à l'occasion de partage social émotionnel. Et ça sera pour des recherches futures, c'est qu'est-ce que va entraîner le fait de discuter avec les autres, de partager socialement, émotionnellement une expérience, quelle qu'elle soit, ici le travail en équipe, va avoir comme incidence sur la tension psychosociale et donc sur l'enjeu de changement ou de stabilité sociale liée aux représentations sociales. Et c'est ça qui m'intéresse surtout. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Oui. Alors, le partage social émotionnel, on y revient en définition, la définition de l'auteur principal du partage social émotionnel qui est Bernard Rimet, un phénomène de communication impliquant la réévocation d'une émotion dans un langage socialement partagé et un destinataire. Et puis, je veux souligner, ça on l'oublie souvent, ce que dit aussi Rimet lorsqu'il dit que quand on partage des émotions, on ne partage pas que des émotions, on partage de la connaissance.
Donc ça aussi, c'est un processus commun d'actualisation et d'enrichissement des connaissances. Et donc moi, je considère que le partage social et émotionnel, c'est une situation potentielle de dialogisté des représentations sociales. La méthode. Dans une première phase, il est important d'identifier la représentation sociale du travail en équipe. Et notamment, je vais vous proposer là le test d'indépendance au contexte, qui est en fait un questionnaire bâti préalablement sur de l'étayage de la représentation à travers des tests d'association libre, des entretiens, etc. Ensuite, une réelle expérience de travail en équipe qu'on va faire réévoquer par un rappel. Et puis ensuite, dans la phase 3, une situation dialogique opérationnalisée en groupe, en focus group, en groupe de discussion, avec 4 groupes bâtis selon le genre et la valence émotionnelle. Donc on va avoir 4 groupes, femmes joie, hommes joie, femmes colère et hommes colère. Le guide de discussion, c'est d'écrire l'expérience de travail en équipe rapportée dans la phase 2. Et qu'est-ce que vous aimeriez partager à propos de cette expérience? Alors, pour vous donner le test d'indépendance au contexte, vous avez le questionnaire qui a été bâti sur l'étayage fait par les associations libres et les entretiens. On a obtenu 18 items, je ne vais pas tous les lire, qui caractérisent la représentation. Et l'idée du test d'indépendance au contexte, c'est de demander au sujet de répondre à la question. Pour vous, le travail en équipe est toujours, dans tous les cas, une activité qui implique du partage d'informations, des décisions communes, de l'entraide. Et répondre oui à cette question, c'est donc la possibilité de pouvoir identifier dans l'approche structurale les éléments centraux de la représentation sociale. D'accord ? Ensuite, dans la phase 3, une analyse thématique déductive où on travaille sur le volume lexical, nombre de mots, la charge émotionnelle du lexique, nombre de termes émotionnels, mais je ne vais pas, ma communication ne porte pas là-dessus, elle va porter sur le 3e élément, la charge représentationnelle du lexique, selon le statut structural, c'est-à-dire le nombre de termes se rapportant aux éléments centraux et périphériques. Et ensuite, on fera une analyse pragmatique où on va comparer les éléments représentationnels utilisés dans les discours et la charge représentationnelle du lexique en fonction de la valence et de l'appartenance de genre. Alors, les premiers résultats. Alors, je vais essayer d'agrandir. Voilà. Donc, en vert, les éléments centraux, on le voit à travers le TIC, je le présente ici. Là. Ici, vous avez des taux extrêmement forts qui sont bâtis sur le test du Dmax, qui est à 88%. Donc, on considère que tous les éléments qui sont en vert, c'est les éléments centraux, et tous les éléments en orange, c'est les éléments périphériques. Mais j'ai fait une deuxième analyse, qui est une analyse de polarité entre les femmes et les hommes, pour voir la valence des éléments. Et on constate qu'il y a consensus sur les éléments centraux. On peut dire qu'il y a assez bon consensus aux éléments périphériques, même s'il y a une différence ici statistique, et qui vont concerner ce que je vais appeler la dimension socio-technique du travail en équipe, et puis une dimension centralisée qui, par contre, donne lieu à des positionnements très différents entre les hommes et les femmes voyant cette dimension de manière très négative, en tout cas plus négative que les hommes. Ça va ? Normalement, quand je fais la flèche, je reviens en arrière. Voilà. L'analyse thématique, vous l'avez ici. Ce que je vais surtout, moi, regarder, c'est la charge référentielle liée au système central et celle au système périphérique. Donc, on peut voir qu'il y a une différence. On fait référence davantage aux éléments centraux, ça c'est l'hypothèse qu'on pouvait faire, qu'aux éléments périphériques. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'analyse pragmatique. Ici, sur l'expérience de joie, on voit que le discours est consensuellement argumenté par le système central, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C'est la colonne verte. Alors que pour la colère, le discours il est plutôt socio-régulé, il va impliquer davantage le système périphérique. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder dans les détails maintenant en termes de forme affirmative ou négative du discours. On s'aperçoit que pour la joie, c'est surtout de la forme affirmative, mais avec les éléments centraux. Donc, on peut avoir comme éléments centraux l'entraide pour les femmes. Et on voit la dimension plutôt communale chez les femmes du travail en équipe à travers des éléments liés au relationnel, l'entraide, les objectifs et l'efficacité. Donc, je vous ai mis quelques verbatims pour vous donner une idée
de ce qu'il y a, de ce que disent les sujets à travers l'entraide. Quand j'ai dit qu'une personne se chargeait de faire la synthèse du document, c'est-à-dire que moi, j'ai envoyé ma partie, le garçon a envoyé sa partie, il y a eu une entraide à ce niveau-là. Pour les hommes, c'est plutôt l'efficacité. Et là, on retrouve un peu le stéréotype de genre sur l'agentivité, oui, c'est ça. Plutôt chez les hommes, c'est plutôt l'efficacité qui arrive en premier. Donc, je vais pas lire le premier parti, mais le deuxième. Tout allait très vite, donc c'était bien. On a une super note, donc ça, c'était encore mieux. Je suis dans les temps, ça va ? Ok. Sur la colère, on voit que, on voit surtout des choses sur la forme négative. Hein. On voit pas, c'est normal, on voit plus de choses de forme négative sur les éléments centraux, ni sur la dimension socio-technique. On va le voir plutôt sur la dimension centralisée. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Pour les femmes, le discours des femmes, partage social de la colère, on a surtout les conflits et les pouvoirs. C'est assez similaire. Donc, un exemple de verbatim, et qu'en plus, elles s'en sont prises un peu à nous quand on a essayé de leur faire comprendre, donc l'histoire des conflits ici. Pour les hommes, ça va être plutôt aussi sur le pouvoir et les conflits, mais un peu moins présent. Il y a vite eu des clans dans le groupe. Hein, voilà. Pour la partie en forme négative maintenant, sur la dimension centralisée, c'est les femmes invoquent l'efficacité, donc l'inefficacité, puisque c'est dans la forme négative ici, alors que les hommes, plutôt les objectifs. Là aussi, on retrouve l'agentivité. D'accord ? Je vais passer un petit peu vite sur les verbatims. Le discours des femmes sur la dimension socio-technique, plutôt sur la répartition des rôles et des responsabilités, on retrouve la dimension de relationnel. D'accord ? Par exemple, il n'y avait pas d'organisation et qu'en gros, on a un peu fait tout seul, le travail n'était pas du tout réparti, etc., etc. Alors que chez les hommes, ce qui est invoqué, c'est plutôt la reconnaissance. Donc, par exemple, l'idée, déjà, elle, dans l'application du groupe, elle ne voulait pas forcément venir avec nous. Dès que, par exemple, le professeur a dit, voilà, les deux filles, vous allez aller avec tel groupe, on voit direct la tête qu'elles ont fait. Pour la partie de la dimension centralisée pour les hommes, les femmes n'ont pas invoqué en forme négative la dimension centralisée. Par contre, les hommes, oui, sur le partage des mêmes idées et des opinions, il y avait un groupe de 3 filles qui avaient les mêmes goûts et qui étaient des goûts différents de l'autre majorité. Je pense qu'elles ont dû se sentir offensées par l'idée que j'ai donnée et que certains ont approuvé. Donc, en conclusion, on peut souligner que le résultat, selon nous, souligne la mise en dialogue de l'objet en situation de partage social et émotionnel, qu'elle s'est faite en fonction du statut structural. C'est donc important d'identifier dans une représentation et dans le partage et ensuite dans la mise en dialogue quels sont les éléments centraux et périphériques, du contexte, c'est-à-dire par la valence de l'expérience émotionnelle, mais également, et ça c'est très important, du positionnement des agents sociaux vis-à-vis du statut structural des composants de l'objet, mettant ainsi en évidence des zones de tension socio-psychologique qui peuvent déjà commencer à prédire ces tensions si on va être dans une perspective de stabilité ou de changement social. Voilà, je voulais surtout insister là-dessus. Merci pour votre attention. Question, remarque ? Oui. Oui, je vais essayer de... Merci beaucoup. Merci pour votre présentation qui m'a bien intéressée, mais je n'ai pas tout compris. Donc, j'aurais voulu surtout des précisions pour mieux comprendre quelle était la tâche de travail en équipe qui était proposée, quels étaient les sujets, d'où ils venaient. Et puis, j'ai bien compris comment vous réussissiez à caractériser donc, le statut des représentations centrales périphériques, mais pas comment vous mesuriez l'attitude vis-à-vis des objets sociaux. Donc, voilà, il me manquait quelques éléments, si vous voulez bien Alors, préciser. bon, évidemment que j'étais contraint par le temps, mais normalement, si j'ai un peu plus de temps, j'explique en fait que l'expérience de travail en équipe, c'est une expérience pour des étudiants qui sont en BUT, ça fait partie de leur formation, et donc ils doivent gérer ce qu'on appelle un jeu d'entreprise, ils doivent gérer une entreprise pendant 3 jours en équipe de 7 à 9 personnes. D'accord ? Et donc ça, c'est ce qu'ils doivent rappeler, et je n'ai étudié dans le rappel que des expériences liées à des équipes mixte, voilà, c'était important de le dire. Et donc, c'est ces sujets-là qui vont rappeler une expérience, qui ensuite vont participer à des focus group. Ça va ?
Alors, on fait les deux parce que vous savez, dans le budget GEA, il y a le parcours GC2F pour les comptables et les financiers et le parcours GEMA qui est plus sur l'entrepreneuriat, le management. Et on souhaite que les deux compétences soient présentes. Donc, on leur demande d'équilibrer les groupes sur les deux parcours, mais ils peuvent se mettre en affinité avec les gens avec qui ils veulent bosser. Donc, c'est un peu les deux. Et donc, pour la question de la valence, de la polarité, donc, au moment de leur demander le TIC, le test, on leur demande aussi de dire, à votre avis, chaque item, est-ce que pour vous c'est quelque chose de positif, de négatif, ou ni positif et ni négatif? C'est ce qui nous permet de calculer ensuite les taux de valence. Voilà. Oui, merci pour votre présentation très intéressante. Moi, j'ai aussi peut-être un élément de compréhension qui m'a échappé. Je voulais savoir ce que vous entendiez par analyse pragmatique et je voulais savoir aussi dans quelle mesure, ou alors j'ai peut-être pas compris, l'analyse pragmatique vous permet de mettre en évidence justement ce que vous avez appelé la dialogicité. Mais j'ai pas très bien compris le lien entre les deux. Merci pour votre question. En fait, ce que j'appelle la pragmatique, ça fait référence aux travaux de Battel et Castro, par exemple, qui nous disent oui, il y a l'analyse thématique, mais si on s'en tient là, on ne travaille pas véritablement sur le concept de représentation sociale, puisque le concept de représentation sociale et celui de psychologie sociale dans sa globalité, c'est l'étude de l'idéologie de la communication, et donc, et notamment des agents sociaux. Et donc, la pragmatique sur laquelle je travaille, c'est que derrière la communication, derrière la dialogicité, il y a aussi des rapports de pouvoir, des relations de pouvoir, ici entre hommes et femmes, dans le travail en équipe. D'accord ? Derrière cette idée de pragmatique, c'est les sujets, les agents sociaux vont s'approprier les différents thèmes en fonction précisément des relations de pouvoir et des rapports de pouvoir à l'intérieur de ces concepts-là. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Et donc, forcément, qui dit rapport de pouvoir, dit positionnement par rapport à un objet, ici le travail en équipe, qui doit pouvoir se traduire dans le discours. C'est le cas. Et vous avez vu comment les différents éléments sont utilisés, soit par les hommes, soit pour les femmes, en fonction de leur position sociale. Oui, alors maintenant, merci, je comprends mieux, mais en fait, moi je pensais que quand vous parliez d'analyse pragmatique, vous parliez précisément de l'analyse discursive. Linguistique. Ben oui. Mais non, pas du tout. Donc il y a une ambiguïté bien sûr, j'aurais dû le préciser. Sur pragmatique. J'aurais dû le préciser. Oui. Vous avez raison. Oui, c'est bon. Oui, bon, merci des éclaircissements, déjà, qui me permettent de mieux comprendre. Mais, moi, je suis frappée par l'effet du genre. C'est très intéressant et c'est partout. Le problème, c'est que vous n'avez même pas formulé une hypothèse par rapport à ça. Vous n'avez donné aucun élément théorique. Maintenant, vous parlez de rapport de pouvoir. Ah bah oui, il serait peut-être temps. Mais quel sens peut-on donner à ça? Vous savez, on est très prudent en psychologie sociale quand on parle d'insertion sociale. Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout. Et d'ailleurs, je vais suivre votre conseil, puisqu'à la prochaine CIRS, je vais aller dans votre sens. Mais généralement, on parle d'insertion sociale. Donc l'insertion sociale, ça peut être le genre, ça peut être la catégorie socio-professionnelle, ça peut être différentes postures idéologiques, etc. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Mais c'est plus une question de prudence, on va dire. On a encore du temps pour une question. Non ? Bien, merci encore pour la présentation et la discussion. Et donc, on poursuit en gagnant 1 minute, Edith, avec la communication présentée par Dominique Knutzen. Quelle méthodologie pour aborder la notion de terrain commun, l'apport de la psychologie expérimentale? Bien. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Dominique Knutzen, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Lille. Donc, moi, je viens d'une sous-discipline un petit peu différente puisque mon travail s'inscrit en psychologie cognitive. Et aujourd'hui, je vais avoir l'occasion de vous présenter un travail à la fois conceptuel et méthodologique qu'on a réalisé avec Vincent Beauvais et Marion Fossard de l'Université de Neuchâtel.
autour de la notion de terrain commun. Alors, c'est peut-être une notion que vous connaissez déjà ou pas. Pour vous la décrire très simplement, le concept de terrain commun, c'est une notion qui va être importante dans de nombreuses disciplines, dont la psychologie, mais on va aussi la retrouver en linguistique, en informatique. Et dit très simplement, le terrain commun, c'est les connaissances que les gens ont conscience de partager. Pour vous donner un exemple de ça, on peut prendre par exemple Pierre et Julie, qui sont étudiants en psychologie. Comme c'est des étudiants en psychologie, ils suivent par exemple des cours de stats. S'il y en a parmi vous qui êtes étudiants, vous connaissez ça. Et comme ils sont en L3, on peut imaginer par exemple que récemment, ils ont suivi un cours de statistiques qui porte sur l'ANOVA. Comme ils ont suivi ce cours ensemble, ils détiennent tous les deux une connaissance qu'ils ont conscience de partager, qui est par exemple le fait que l'ANOVA est un test statistique. Donc cette information fait partie de leur terrain commun. Dit comme ça, encore une fois, ça semble très simple, mais là où ça va devenir intéressant, c'est qu'en fait, ce terrain commun, il va avoir une influence majeure sur la manière dont les gens communiquent et se comprennent. Donc, pour vous l'illustrer, par exemple, prenons l'impact du terrain commun sur la production. Donc, on retrouve Pierre et Julie qui sont en train de discuter, qui détiennent dans leur terrain commun l'information que l'ANOVA est un test statistique. En fait, comme Pierre sait que Julie sait ce qu'est l'ANOVA, il va pouvoir produire un énoncé que Julie est capable de comprendre. Donc, par exemple, il va pouvoir dire « j'ai analysé mes données avec l'ANOVA ». Et en utilisant ce terme-là, il sait qu'il va être compris parce qu'il sait que Julie sait, parce que l'information est dans son terrain commun. Donc ici, la communication va être particulièrement efficace. Si à l'inverse, Julie avait été une étudiante de L1 qui ne détenait pas cette information-là, Pierre aurait dû probablement produire un énoncé plus long, dire par exemple j'ai analysé mes données avec un test statistique qui permet de comparer des groupes entre eux. La communication, dans ce cas-là, elle fonctionne également, mais elle est beaucoup moins efficace, étant donné qu'on a plus de mots qui sont produits. Côté compréhension, on va aussi avoir un impact important du terrain commun sur la manière dont les gens interprètent les énoncés. On garde le même exemple. Imaginons que Julie a des connaissances et que dans ces connaissances, comme on l'a vu, elle sait que l'ANOVA est un test statistique. Mais en plus de ça, Julie est fan de progressive metal. Et en fait, ANOVA, c'est aussi un groupe de progressive metal que vous pouvez découvrir si vous le cherchez sur Internet. Sauf que ces deux informations ne sont pas dans le terrain commun, puisque Julie sait que Pierre ne sait pas qu'elle est fan de progressive metal. Donc, quand elle entend Pierre lui dire « j'ai utilisé l'ANOVA pour analyser mes données », qu'est-ce qu'elle va se dire ? Elle va se dire forcément, il fait référence à l'ANOVA qui fait partie de notre terrain commun. Et elle va pouvoir comprendre l'énoncé de manière correcte et répondre de manière cohérente. Donc, par exemple, elle va dire « super, j'espère que tu as obtenu des résultats significatifs ». Voilà. Donc le terrain commun a un impact permanent à la fois sur la production et la compréhension. Et donc là, je prends un exemple tout simple pour illustrer ce concept. Mais en fait, vous imaginez bien que le terrain commun est partout dans les rapports sociaux entre individus. Par exemple, hier soir, quand on parlait de pair aidance et qu'on parlait du fait que les gens qui vont pouvoir interagir dans le cadre de cette relation vont devoir trouver le niveau de connaissances communes qu'elles partagent, en fait, elles sont en train de chercher leur terrain commun. Ou alors, tout à l'heure, on a eu une présentation sur l'armée et la personne qui présentait a dit, voilà, dans l'armée, on utilise beaucoup d'acronymes. J'imagine que dans l'armée, il y a un fort terrain commun autour de ces acronymes qui facilite énormément la communication. Donc, comme je le disais, ce concept, à première vue, il semble très simple, mais en fait, d'un point de vue psychologique, il soulève plein de questions théoriques. Donc, la psychologie, la psychologie cognitive, elle s'est emparée de ces questions. Elle a essayé de comprendre en fait quels sont les processus psychologiques qui permettent de mobiliser le terrain commun pendant l'interaction. Et il y a eu beaucoup de recherches sur comment est-ce que le terrain commun est construit. Il y a eu d'autres recherches qui portent sur la question de la mémoire. Alors, il y a un lien très fort entre mémoire et terrain commun, puisque pour pouvoir savoir qu'on partage un terrain commun avec quelqu'un, il va falloir se rappeler des expériences partagées qu'on a avec cette personne-là. Et donc, ça soulève la question de comment l'information contenue dans le terrain commun est maintenue en mémoire
et comment est-ce qu'elle est récupérée. On peut aussi se demander quel est le coût cognitif de la prise en compte du terrain commun, et notamment, est-ce que sa prise en compte pour faciliter la communication va représenter un coût cognitif élevé, etc. Il y a plein d'autres questions qu'on peut se poser. Mais en fait, avec mes collègues, la question plus basique, on va dire, et plus fondamentale sur laquelle on a voulu travailler, c'est le fait de savoir, finalement, comme le terrain commun, c'est quelque chose qui va être assez difficile à appréhender, à mesurer, parce qu'on parle quand même d'une représentation des connaissances partagées, donc c'est quelque chose d'assez complexe, c'est est-ce qu'on est capable de développer une méthodologie expérimentale qui permet vraiment de tester des hypothèses qui sont relatives à la construction et à l'utilisation du terrain commun en dialogue. Alors la communauté scientifique en psychologie cognitive a déjà répondu à cette question, elle nous dit que oui, et en fait il y a pas mal de chercheurs qui ont développé des méthodologies, je vais vous en parler juste après, qui permettent d'étudier le terrain commun. Donc on retrouve une distinction assez classique en psycholinguistique. Vous allez avoir des méthodologies qui vont plutôt porter sur la production d'énoncés en dialogue et d'autres qui vont plutôt porter sur la compréhension des énoncés en dialogue. Alors moi, de mon côté, comme je travaille, je me suis surtout intéressée à la production des énoncés en dialogue. C'est plutôt sur cet aspect que je vais m'attarder aujourd'hui. Et donc, on a une méthodologie qu'on aime beaucoup en psychologie du dialogue, c'est la méthodologie de Clark et Wild-Gibbs, qui a déjà presque 40 ans, mais qui est énormément utilisée. Donc, pour utiliser cette méthodologie, il vous faut tout d'abord 2 participants, donc 2 humains volontaires, et vous allez prendre ces personnes et les faire dialoguer autour d'une tâche. Donc, l'une des 2 personnes va être le directeur. Le directeur, on va lui donner une planche avec des images. Donc, souvent, on utilise des images abstraites parce que ça génère plus de dialogue. Donc, par exemple, ici, on utilise des images de tangrammes. L'autre participant, ça va être l'exécutant. L'exécutant, il va avoir les mêmes images sous les yeux, mais représentées sur des cartes imprimées séparément et qui sont placées dans le désordre. On fait en sorte que les participants ne puissent pas voir leur matériel respectif. Donc, le directeur ne voit pas les cartes et l'exécutant ne voit pas la planche complète. Et leur objectif, ça va être de dialoguer librement pour que le directeur donne suffisamment d'informations à l'exécutant pour qu'il replace ses cartes dans le même ordre. Et on va enregistrer les dialogues et transcrire les dialogues pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, dans ce genre d'expérience, ce qu'on retrouve, et c'est quelque chose qui est énormément répliqué dans la littérature, c'est qu'en fait, quand on demande à des participants de réaliser cette tâche, au cours du premier essai, la communication n'est pas forcément très efficace, c'est-à-dire qu'elle est fastidieuse. Comme on est face à des images qui sont abstraites, les participants, à moins qu'ils aient déjà joué au tangramme ensemble, ce qui arrive assez rarement, ils n'ont pas encore de terrain commun sur comment appeler les images. Donc ils vont devoir négocier et se mettre d'accord. Donc par exemple, pour cette image, il va y avoir 4 tours de parole au cours de laquelle les participants vont essayer de se comprendre et se mettre d'accord. Donc, par exemple, le directeur va proposer que cette image ressemble à un serveur. L'exécutant va demander des informations supplémentaires. Est-ce qu'il tient une sorte de bol ou un plateau devant lui? Le directeur va confirmer. L'exécutant va enfin dire OK pour confirmer qu'il est d'accord. Mais ensuite, avec cette expérience, ce qu'on fait, c'est que quand les participants ont fini de décrire toutes les images, on leur demande de les décrire à nouveau, c'est-à-dire de répéter la tâche au cours de plusieurs essais. Donc 2e essai, 3e essai, etc. En général, on va jusqu'à 6. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, à partir du 2e essai, la communication devient beaucoup plus efficace. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme à partir du 2e essai, les locuteurs disposent d'un terrain commun, ils vont pouvoir y faire référence pour dialoguer plus rapidement. Et donc là, j'ai pris un exemple qui vient de l'essai 6. Donc, les participants ont eu l'occasion de décrire cette image 6 fois. Et ici, le dialogue est efficace, encore une fois, en termes de nombre de mots produits. Le directeur, en fait, va juste dire le serveur et l'exécutant va dire OK. Et ce que la théorie collaborative du dialogue nous dit, c'est qu'en fait, ici, le choix du directeur, il n'est pas anodin. Pourquoi est-ce qu'il dit le serveur ? Il dit le serveur parce qu'il sait
que l'exécutant est capable de le comprendre. Et l'exécutant dit OK parce qu'il sait que quand le directeur dit le serveur, il fait forcément référence au serveur qui se trouve dans le terrain commun. Et donc, comme je vous le disais, ça, c'est une tâche qui est énormément utilisée dans la littérature. Donc, on peut l'adapter à plein de situations différentes. Donc, par exemple, on peut faire varier l'identité du directeur et de l'exécutant, prendre des personnes qui se connaissent ou des personnes qui ne se connaissent pas, faire varier la nature du matériel utilisé. Ici, j'ai pris des images de Tangram, mais par exemple, il y a une variante de l'expérience où on utilise des photos de la ville dans laquelle habitent les participants, etc. Le problème, il y a un problème méthodologique, néanmoins, qu'on a souligné avec mes collègues, c'est que, en fait, dans cette expérience, on peut, une fois qu'on a transcrit les dialogues, utiliser plein de mesures différentes de l'émergence du terrain commun. Donc, par exemple, vous avez des chercheurs qui vont analyser l'utilisation des mêmes références. Donc, par exemple, ils vont partir du principe que si les participants choisissent le mot « serveur » au premier essai, on va pouvoir compter combien de participants réutilisent le même mot à l'essai 2, à l'essai 3, à l'essai 4, en partant du principe que plus on a de réutilisation, plus ça veut dire que le terrain commun est bien établi. Il y a d'autres chercheurs qui vont travailler sur l'aspect défini ou indéfini des références. Donc, ce qu'on observe en fait dans ce genre d'expérience, c'est que lors du premier essai, les participants vont avoir tendance à dire un serveur, donc utiliser une référence indéfinie. Et, toujours d'après ces auteurs, cette référence indéfinie, elle suggère que la référence peut encore être négociée, qu'elle n'est pas encore intégrée au terrain commun. Par contre, dès l'essai 2, on trouve souvent le serveur, et là, le marqueur défini indique que l'information fait partie du terrain commun. Une autre possibilité, c'est de s'intéresser à la longueur des énoncés produits. Vous avez vu dans mon exemple de tout à l'heure, quand on passe de l'essai 1 à l'essai 6, on va avoir beaucoup moins de mots produits à l'essai 6. Encore une fois, on part du principe que c'est un indicateur de la présence d'un terrain commun à partir de la fin du premier essai. D'autres chercheurs encore se sont intéressés à ce qu'ils appellent des hedges, des marques comme par exemple une sorte de serveur ou comme un serveur, ou on dirait un serveur, qui sont encore une fois pris comme des marqueurs de négociation au cours du premier essai et qui ont tendance à disparaître une fois que le terrain commun a été établi. Encore une fois, j'utilise le marqueur etc. pour dire la liste est longue et dans la littérature, on trouve plein de mesures différentes. C'est dommage parce qu'en fait, ce qu'on a constaté dans une revue systématique de la littérature, c'est qu'en fait, différentes études vont s'appuyer sur différentes mesures. Et pourquoi j'indique que c'est dommage ? Tout simplement parce que le fait qu'on ait ces mesures différentes va rendre difficile la comparaison des études entre elles. Par exemple, quand on a deux études qui semblent se contredire, on peut se demander est-ce qu'elles se contredisent vraiment ou est-ce que c'est tout simplement qu'elles utilisent des mesures différentes et donc on ne peut pas vraiment comparer les résultats entre eux. Donc nous, ce qu'on a proposé dans notre travail, c'est que plutôt que de se demander si ces mesures mesurent tout le terrain commun, simplement de les classifier en mesures plus directes et en mesures indirectes du terrain commun. Les mesures directes du terrain commun, ça va être quoi ? Ça va être les mesures qui vont appréhender le contenu du terrain commun. Donc, par exemple, la réutilisation de références. Quand on compte le nombre de fois que le mot « serveur » est réutilisé dans cette expérience-là, on est en train d'appréhender directement une information qui se trouve dans le terrain commun des individus. À l'inverse, on a des mesures indirectes du terrain commun. Donc là, ça va être typiquement le nombre de mots produits par les participants. Quand on voit que le nombre de mots réduit d'un essai à l'autre parce que les participants s'appuient sur leur terrain commun, on n'est pas en train d'appréhender le contenu du terrain commun en tant que tel, mais on est en train d'appréhender l'impact de la présence de ce terrain commun sur la forme du discours des individus. Alors, évidemment, encore une fois, comme je vous le disais, je prenais un exemple assez simple, avec une tâche qui est relativement simple, la tâche de description d'images abstraites. Il y aurait probablement à réfléchir à d'autres aspects du terrain commun qui pourraient être mesurés dans d'autres situations de dialogue plus complexes.
Alors, pour conclure, je suis désolée, j'ai un peu dépassé. Donc, comme je vous disais, ce concept, c'est un très beau concept, le concept de terrain commun. On l'utilise beaucoup en psychologie cognitive, pas systématiquement en psychologie sociale, même si je pense que c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Si ? Ah bon, bah nickel, parfait, excellent. Et ben c'est parfait. Par contre, effectivement, il y a la nécessité d'une réflexion approfondie sur qu'est-ce que c'est que le terrain commun et surtout, enfin, en tout cas, c'est ce qui nous a intéressé ici, les mesures qui peuvent être employées pour appréhender ce concept. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Merci, on a 4 petites minutes. Désolée pour le dépassement. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors effectivement, pour ce qui concerne la notion de terrain commun, on l'utilise aussi en psychologie sociale. Et pour le coup, j'ai contribué à une étude avec une collègue, Brigitte Minondo, en 1995, sur la question du terrain commun, c'est-à-dire du référentiel commun entre deux individus. Et ce qu'on avait montré, c'est que en fait, le fait d'avoir un terrain commun ou pas, c'est pas binaire, c'est aussi l'expertise par rapport à ce terrain commun. Est-ce que vous avez pu travailler sur cela, puisque ce qu'on avait montré, c'est que indépendamment de la tâche de leader-suiveur, le fait même d'avoir une expertise par rapport au domaine en question, eh bien, pouvait inverser parfois les rôles qui étaient attribués préalablement dans cette tâche de communication référentielle. Et donc, le fait que le social, finalement, va intervenir comme étant, finalement, une manière de dialoguer au-delà de simplement avoir ou non des connaissances communes. Alors, merci beaucoup pour votre question, puis j'irai lire du coup l'étude. Donc moi, je n'ai pas directement travaillé sur cette question du statut des individus. Ce que j'ai fait par contre, c'est que quand j'avais fait ma thèse, on avait essayé à l'époque de développer une tâche moins asymétrique pour le coup. Parce qu'on s'était dit, une des limites de cette tâche, c'est que vous avez le directeur qui finalement parle énormément, l'exécutant qui ne dit pas grand-chose. Ils sont censés avoir un terrain commun, mais ensuite, quand on observe un petit peu, notamment qui mémorise quoi, on se rend compte que le directeur va avoir très bien mémorisé, le manager un petit peu moins, de par son rôle. Et du coup, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Ce qu'on avait vu, c'est que à partir du moment où on est dans une tâche où les rôles sont plus symétriques, on arrive à faire participer les gens de manière un peu plus égale. Par contre, se mettent en place à ce moment-là des biais de mémoire. C'est-à-dire que ce qu'on a observé, c'est des effets de production. C'est-à-dire que chaque participant avait tendance à se rappeler mieux de ce qu'il avait lui-même dit dans l'interaction. Donc même si la tâche était assez... on essayait de la rendre plus égalitaire, on va dire. On n'avait malgré ça pas une construction parfaite, on va dire, du terrain commun, de par ces biais cognitifs d'assez bas niveau. Voilà. Donc je pense que ce serait vachement intéressant d'avoir des tâches qui permettent de mettre les deux participants sur le même niveau, mais en manipulant le statut social des partenaires, pour voir un petit peu comment les deux se coordonnent. Ouais. Merci. Merci. Oui. Merci pour cette présentation. Effectivement, ce concept de terrain commun est très intéressant. Là, vous nous montrez une figure assez figurative qui est donc un serveur. Sur la deuxième figure, par exemple, qui était plus non figurative, je me suis posé la question comment ils arrivaient à créer un terrain commun à ce sujet. Et du coup, parce que moi-même, je n'arrivais pas à la définir avec des mots. Du coup, ce terrain commun, quand on parle du langage, il y a forcément une notion expérientielle. Les mots n'ont pas la même signification en fonction des parcours de chacun. Et du coup, comment on arrive à se retrouver, à trouver un terrain commun sur des mots qui ont une signification officielle, mais qui, dans le parcours individuel, peut avoir des différences qui sont parfois significatives. Donc, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un terrain commun
supposés et puis des terrains qui ne sont pas si communs que ça, finalement, quand on va en profondeur. Oui. Merci beaucoup pour cette remarque. Et effectivement, quand je vois cette figure, je me dis oui, c'est celle avec laquelle les participants ont toujours du mal. Sur votre question, effectivement, des fois, c'est difficile de trouver un terrain commun parce que le mot qu'on aimerait utiliser est un mot qui est fort chargé de sens, et ce sens peut différer d'un individu à l'autre. Moi, ce que j'ai observé dans des expériences un petit peu comme celle-ci, c'est que des fois, les participants n'arrivent pas à se mettre d'accord. Par exemple, ils ne voient pas la même chose. Je trouve que ça ressemble un petit peu à votre situation. On pourrait se dire, des fois, vous avez des gens qui ne vont pas conceptualiser les choses de la même manière, et donc ils vont avoir des difficultés à trouver un terrain commun. Et je dirais que dans ces cas-là, tout dépend de comment les individus envisagent l'interaction. S'ils sont dans un jeu de tangram où il n'y a pas vraiment d'enjeu en fait social, c'est-à-dire on va se mettre d'accord parce que l'objectif c'est de faire plaisir à l'expérimentatrice et arriver à faire l'expérience, soit l'un des deux va aller vers l'autre, c'est-à-dire dire toi tu vois un serveur, moi je vois pas du tout ça, mais ok, appelons ça le serveur dans le cadre de ce jeu. Soit, si on est dans une situation où il y a plus d'enjeux, ce qu'on observe, c'est que les individus vont avoir tendance à éviter la convergence. C'est-à-dire, moi je veux utiliser mon mot, l'autre personne veut utiliser son autre mot. Si on est à peu près collaboratif, éventuellement, on va utiliser les deux mots ensemble. Donc ça, je l'ai déjà vu dans la tâche de tangram. Quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils vont par exemple, la troisième ici, c'est un bon exemple de ça, ils vont l'appeler le chat-écureuil, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le chat et l'écureuil. Ça, c'est le meilleur cas possible. Par contre, dans une situation à fort enjeu, je pense que les participants vont essayer volontairement de ne pas converger. Et donc là, d'un point de vue individuel, je pense que ça doit représenter un coût cognitif élevé. Et d'un point de vue social, le fait de refuser la convergence, ça va aussi avoir un impact sur le déroulé de la conversation. On va terminer sur le podium avec une remarque de Boumedi. Merci. Tout d'abord, merci pour votre présentation. C'est juste une remarque, en fait, puisque votre communication, moi, me fait dire que vous faites une véritable invitation à l'interdisciplinarité, dans le sens où il y a un psychologue social de renom qui a travaillé sur à la fois la théorisation du terrain commun et son opérationnalisation. C'est Rodolphe Guillaume à travers la théorie du contrat de communication. Du coup, je regardais ça hier soir, oui, effectivement. Parce que ce que vous dites, en fait, je le réécoute en séminaire, les univers référentiels, la communauté des univers référentiels, et c'est pour ça que je dis c'est une véritable invitation à faire de l'interdisciplinarité. C'est vrai qu'en écoutant, parce que ces mots-là ont été utilisés hier, et moi, c'est des choses que je découvre, donc je me dis, c'est chouette d'être venu et de découvrir justement qu'on a comme ça des théories qui sont extrêmement proches, effectivement. Merci. Alors, une toute petite dernière intervention. Oui, c'est une toute petite dernière intervention. Donc, effectivement, hier, on a beaucoup parlé de Giglione. Simplement, moi, j'avais peut-être une information ou une question à ajouter. Vous avez parlé de théorie collaborative du dialogue. Est-ce que vous avez enregistré les échanges qu'il y a? Et est-ce que vous avez pensé à faire appel à des conversationnalistes qui ont vraiment tous les moyens pour vous apporter des informations très précises sur ce qui se passe effectivement et d'autres processus alors psychosociaux et cognitifs qui se mettent en place dans les échanges? Oui, alors oui, on a les enregistrements effectivement, et c'est vrai que les dialogues qu'on enregistre sont extrêmement riches. Il se passe beaucoup plus de choses que simplement décrire les images de tangram. Alors moi, la démarche que j'ai eue jusqu'à maintenant, ça a été de beaucoup collaborer avec des linguistes pour le coup, qui sont très intéressés. Alors j'ai pas encore commencé des collaborations avec des gens qui ont l'approche de l'analyse conversationnelle. Moi, j'ai surtout bossé avec des gens qui sont en linguistique cognitive, pour le coup, qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là. Et du coup, ça me permet de faire le lien avec votre présentation d'hier. On s'intéresse aussi beaucoup à comment les marqueurs de discours qui apparaissent là-dedans sont en fait des guides pour la construction du terrain commun, effectivement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On clôt cette matinée avec Aliénor Jean-Didier, dont le titre est « Enquête sur les perceptions et représentations des anglicismes en français contemporain, une multifactorialité d'interprétation ».
Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci déjà aux organisateurs de ce colloque d'avoir accepté ma proposition de communication, qui vient donc de la linguistique anglaise, puisque je viens de soutenir ma thèse en linguistique anglaise. Donc, il s'agit ici de la présentation d'une enquête que j'ai menée en toute fin de doctorat sur les perceptions et représentations des mots d'origine anglaise en français contemporain. Et on va commencer par cette question. Que veut dire fake news? Alors, c'était la question posée par France Info à des collégiens de 4e l'an dernier en France. Et diverses réponses sont ressorties, les principales étant faire le buzz, manipuler les gens ou encore mensonge. Plus également théorie du complot et même des enfants qui ont dit « je ne sais pas ». Alors, ici, on constate qu'il y a différents éléments de définition qui donnent un aperçu de ce que veut dire fake news pour une catégorie de population donnée des jeunes collégiens en France, mais il n'y a eu aucun consensus sur l'interprétation de cette expression d'origine anglaise. Ceci appelle deux questions. D'abord, celle du sens, c'est-à-dire, comme le disait tout à l'heure Dominique Knudsen, c'est-à-dire, en fait, le sens est multifactoriel. N'importe quel individu peut interpréter fake news ou tout autre mot à sa façon. Mais aussi, d'autant plus, si ce mot est associé à une origine étrangère, ici des emprunts à l'anglais qui sont apparemment populaires et récents, si l'on prend fake news, parce que fake news est arrivé quelque part en français suite à l'élection de Trump en 2016. Donc, il n'est pas encore forcément stabilisé dans l'usage. Les autres questions qui émergent sont ainsi pourquoi, dans quel but utiliser ces formes d'origine anglaise et également comment ces emprunts sont-ils reçus dans le sens compris, interprété et perçu. Donc, je ne vais pas vous présenter ma thèse en raison des contraintes de temps auxquelles je suis soumise, mais en tout cas, le questionnaire est arrivé en marge de ma thèse qui cherchait à étudier les emprunts populaires récents à l'anglais que j'ai qualifiés de buzzwords dans le sens où ils produiraient des effets d'expressivité et d'impressivité au niveau discursif. Pour cette communication, je vais vous présenter le questionnaire qui cherchait lui plutôt à voir comment, en 2024, les mots que j'ai étudiés dans ma thèse, en l'occurrence fake, spoil, les composés en washing comme greenwashing, les mots en ing et les mots en i comme dans e-santé, e-gouvernement, sont reçus aujourd'hui par des locuteurs francophones tout venant en France. D'abord, l'objectif du questionnaire était de sonder ces locuteurs francophones sur leur interprétation et leur perception de ces emprunts susceptibles d'être utilisés actuellement, non pas dans un registre spécialisé, mais dans la langue courante. Ma question, c'était, sont-ils quelque part mal reçus, interprétés, compris ou perçus, particulièrement ceux qui seraient potentiellement ce que j'ai donc appelé des buzzwords, qui produiraient des effets dans le discours, pour marquer le discours par exemple. Il s'agissait de recueillir et d'évaluer la réception d'emprunts de la part d'un public francophone. Quels usages et quels regards linguistiques en 2024? Est-ce que ça s'inscrit à l'encontre de ce fameux franglais qui peut être décrié depuis les années 60 et encore aujourd'hui avec divers billets de Figaro qu'on peut lire chaque année? Ou encore, est-ce que plutôt ça va dans le sens d'un récent sondage de l'IFOP, 3 ans en arrière, où 28% des Français déclaraient comprendre et parler l'anglais, soit dont 48% des 18-24 ans. Alors, concernant le questionnaire en lui-même, il s'agissait d'une brève enquête en ligne d'environ 5 minutes, constituée de 21 questions, à destination du tout venant, du moment qu'il soit locuteur francophone. Je l'ai effectué sur Lime Survey, dont le lien a été diffusé à la fois par mail, mais aussi via les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, il y avait les 5 emprunts de ma thèse qui étaient au sein du questionnaire, plus quelques mots témoins, comme buzz ou encore punchline. Et les types de questions, donc il y avait des questions sur l'interprétation, c'est-à-dire qui interrogeaient la compréhension et l'usage, et sur la perception qui interrogeait les émotions, mais aussi l'impression de fréquence que des locuteurs peuvent avoir vis-à-vis de ces mots d'origine anglaise.
J'ai pu recueillir 419 questionnaires complets entre décembre 2023 et début juin 2024, avec 4 questions démographiques et 17 questions interrogeant sur la compréhension, l'interprétation et la perception. Donc je ne vais pas vous détailler l'ensemble des questions parce qu'il n'y aura pas suffisamment de temps, mais déjà regardons les questions démographiques et j'ai sélectionné parmi les 17 questions celles dont les résultats peuvent interpeller. Alors, concernant les questions d'ordre démographique, ce sont les femmes en majorité qui, à plus de 77%, ont répondu. Les âges les plus représentés sont jeunes, 18-35 ans, l'âge médian étant de 40 ans, et la part de locuteurs francophones natifs est majoritaire avec plus de 92%. Donc, j'ai reçu, on va dire, des réponses qui m'intéressaient parce que c'était des personnes essentiellement francophones qui déclaraient le français comme étant leur langue maternelle. Pour la connaissance de l'anglais, puisque j'interrogeais également leur degré de connaissance vis-à-vis de l'anglais, les 3/4 ont déclaré avoir étudié l'anglais uniquement durant leur scolarité et leurs études. 2/5 en ont un usage ludique comme les jeux vidéo ou encore les films et les séries en version originale, et moins d'un tiers déclarent utiliser l'anglais de façon professionnelle. Venons-en maintenant aux questions sur la compréhension, l'interprétation et la perception. Il y avait pour commencer des questions du type « Y a-t-il un intrus dans la liste ?» comme dans e-cigarette, cigarette électronique, vapoteuse, ou tout simplement aucun intrus. Le but était de savoir si le mot d'origine anglaise était perçu comme un élément étranger. Oui, dans l'écrasante majorité, avec e-cigarette qui était perçue comme l'intrus, à près de 70%. Donc déjà, les locuteurs francophones reconnaissent ce mot comme n'appartenant pas quelque part au système linguistique du français. D'autres questions qui, elles, à se demander d'associer des éléments de sens par rapport à un emprunt, comme que vous inspire le terme fake news, sachant que les différentes propositions que j'ai émises s'inscrivaient dans mon schéma d'annotation dans le cadre des analyses multifactorielles que j'ai pratiquées dans ma thèse. Donc il y avait notamment manipulation, buzz, intox, mensonge et autres, c'est-à-dire réponse libre. Alors, la réponse qui est ressortie de manière majoritaire est le mensonge, avec l'intox à quasiment 70%, suivi de beaucoup plus loin par manipulation, tandis que le côté buzz, lui, a été bien moins choisi, environ 1/5 des réponses. Ce qu'il est intéressant d'observer, c'est qu'il y a quand même 9 réponses libres qui ont donné une proposition de traduction avec fausse information, fausse nouvelle, mais également une réponse qui interprétait fake news comme une actualité irréelle. Il y avait également quelques questions qui demandaient à savoir si le locuteur pouvait déterminer une traduction, notamment vis-à-vis de greenwashing, pour lequel éco-blanchiment, d'ailleurs, est attesté depuis plus d'une dizaine d'années maintenant en français. Dans les résultats obtenus, éco-blanchiment, qui est donc le terme attesté français, a été choisi par près d'un tiers des participants, talonné néanmoins par façade écolo, qui est une proposition que j'ai inventée, et pas d'équivalent, donc c'est-à-dire que le locuteur francophone associe greenwashing, pour lui, il n'y a pas de traduction possible. Alors, ce qui se démontre potentiellement, premièrement, une connaissance de l'équivalent français avec éco-blanchiment, puis un usage compris du terme d'origine anglaise pour ceux qui disent il n'y a pas d'équivalent, on dit greenwashing. Et enfin, une interprétation qui est connotée, puisque quand j'ai inventé façade écolo peut comporter une connotation plutôt négative. On va regarder notamment aussi les questions qui demandaient à fournir une brève explication, donc réponse libre, pour demander s'ils comprenaient les mots spoiler et whitewashing. Alors, spoiler, sans surprise, a recueilli le plus d'explications correspondant à ce qu'il colporte sémantiquement, comme gâcher, divulgacher également, qui est l'alternative qui existe, ou encore donner des informations en avance. Mais concernant whitewashing, alors qu'il y avait un contexte qui était donné, la majorité, un tiers à chaque fois des participants, et ce, quelle que soit la tranche d'âge, comme on peut l'observer ici, n'a pas su expliquer ou n'a pas été en mesure de comprendre ce que voulait dire whitewashing.
malgré tout, une proportion que je n'ai pas indiquée, mais qui est assez majoritaire des réponses recueillies, pouvait donner une explication qui se rapprochait de ce que signifie whitewashing. Donc je vais passer sur celle-ci. On va finir avec les questions de fréquence et de perception. D'impression de fréquence, où je demandais notamment à quelle fréquence entendez-vous des mots anglais dans les médias français, et question non obligatoire pour ne pas pénaliser ceux qui seraient en situation d'inactivité professionnelle, si également l'anglais était utilisé dans le milieu professionnel. Concernant donc les médias, c'est surtout dans ce domaine que ressort l'impression de fréquence, avec souvent qui arrive majoritaire, suivi quand même d'assez près de fréquemment et parfois. On va finir sur la perception, les sentiments généraux d'abord vis-à-vis de l'anglais, où j'ai sélectionné des émotions qui ont été identifiées en psychologie cognitive, comme l'agacement, l'incompréhension, la surprise ou encore l'admiration. Lorsqu'on croise des mots anglais, quels sont les sentiments en général que vous éprouvez? Et ils pouvaient choisir jusqu'à 4 réponses. Et la toute dernière question sur laquelle je vais revenir dans un instant, aimez-vous l'anglais? Concernant la perception, les sentiments en général, bien sûr, très curieusement ou pas, c'est l'indifférence totale qui est majoritaire, avec plus de 56% des réponses, suivi de très loin par l'agacement, auquel on aurait pu s'attendre quand on regarde, par exemple, les billets du Figaro ou les prescriptions de l'Académie française sur « attention à ne pas utiliser telle forme d'origine anglaise ». Ensuite, ce qui a été intéressant d'observer, c'était les autres réponses, c'est-à-dire, toujours, je laissais le choix de fournir une réponse avec un caractère limité, mais libre, donc autre. Alors, chez les 18-25 ans, il est très intéressant de noter qu'en majorité, dans ces autres réponses libres, c'est le sentiment d'habitude vis-à-vis des mots d'origine anglaise utilisés en français qui ressort. Comme dans les verbatims suivants, ils sont ancrés dans mon langage comme une habitude. Et c'est pareil chez les 26 ans et plus, jusqu'à 65 ans et plus, où ils évoquent également une question d'usage au sein de leur travail et dans des contextes précis, mais également chez les plus de 26 ans, le constat d'emploi abusif, comme dans les énoncés suivants. C'est plutôt normal de nos jours, sauf certains mots. Voilà, aimez-vous l'anglais? Et je vais conclure là-dessus. Donc, en majorité, oui, à 83% à partir des réponses qui comptabilisent oui, que ce soit un peu plus tôt, voire tout à fait, et ce, quelle que soit la tranche d'âge, où on a plus de 80%, même chez les 65 ans et plus, qui répondent oui, et très peu qui répondent non. Donc, pour conclure, les emprunts à l'anglais, d'après cette photographie, sur 419 questionnaires reçus, sont plutôt bien reçus, mais avec des différences observées selon les mots. On pense à spoiler, qui était bien interprété quelque part, en opposition avec whitewashing, qui n'était pour un tiers pas bien compris. Des remarques également sur les emplois perçus comme abusifs, ou encore sur l'usage de l'anglais pour des raisons professionnelles. Donc tout dépend de comment ces mots d'origine anglaise sont utilisés, d'où ce constat d'une multifactorialité dans les interprétations vis-à-vis de ces emprunts. L'âge médian est jeune, 40 ans, avec la majorité des réponses recueillies situées en dessous de cet âge, ce qui crée malgré tout une sous-représentation d'un public plus âgé, et également peut-être un risque de gonflage artificiel de leurs réponses. Également, on peut s'interroger sur le fait que les moins de 40 ans sont peut-être plus exposés à l'anglais de par l'Internet, les médias sociaux ou encore leur travail et les médias. Donc ce questionnaire pourrait traduire des changements de regard et d'usage linguistique avec un accueil neutre, voire favorable à l'anglais, mais mériterait toutefois d'être plus approfondi avec d'autres paramètres à mesurer comme les catégories socio-professionnelles. Je vous remercie pour votre attention et je suis disposée à répondre à vos questions. Merci Aliénor. On a à peu près 5 minutes pour réagir. Merci. Merci pour votre présentation. J'avais 2 petites questions, peut-être un peu plus méthodo, mais je me demandais, est-ce que vous avez réfléchi peut-être à l'influence de la façon dont vous avez posé la question sur l'intrus? Effectivement, est-ce qu'il y a un intrus dans cette liste de mots? Et potentiellement, on sous-entend que l'intrus, c'est l'anglicisme. Oui, c'est vrai que je m'en suis aperçue
avec mes directeurs de thèse. Après, on avait laissé comme ça. On s'était dit, soit ils vont le percevoir comme le jeu de l'intrus, où il n'y a pas forcément de connotation négative colportée, ou alors il y a la potentialité justement qu'il y ait cette perception négative qui émane d'intrus. Donc j'ai laissé tel quel, mais c'est vrai que la question serait peut-être à reformuler comme quel mot choisiriez-vous si vous utilisiez cet objet, par exemple. Avec le recul, je pense qu'il faudrait une formulation plus neutre. Ok, merci. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y avait une mention plus ou moins indirecte, ou peut-être sur d'autres études que vous avez faites, mais sur la source qui utilise les anglicismes? Parce qu'effectivement, j'imagine bien que si on a des jeunes qui utilisent de l'anglicisme, bah ça, c'est effectivement ce qui va nous faire les titres du Figaro, l'appauvrissement du langage, l'Académie française. Mais si on est sur un usage avec des personnes en position dominante, que ce soit des personnes de pouvoir, que ce soit des experts, bah peut-être qu'on va renforcer effectivement cette, je sais pas, une impression d'expertise, peut-être un avis plus positif sur l'usage d'anglicisme, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas pensé à cet aspect, je vous l'avoue, mais l'expertise, elle pourrait aussi émaner de la part de locuteurs qui, eux, utilisent l'anglais dans le cadre de leur travail, hein, notamment ceux qui seraient confrontés à des échanges en anglais au quotidien. Donc, ce serait à creuser, sincèrement. Donc, je vous remercie pour cette question. Merci à vous. Merci. D'autres prises de parole? Non. Moi, je vais m'en permettre une, Aliénor. Alors, hormis spoil, de mémoire, je suis à peu près sûr que tous les autres ont fait l'objet d'une entrée, enfin, d'une recherche d'équivalent par la commission d'enrichissement de la langue française. C'est-à-dire qu'ils ont tous été perçus comme étant des termes spécialisés avant d'être diffusés dans le discours. Est-ce que ça n'introduit pas quand même, sinon un biais, en tout cas, est-ce que ce n'est pas une dimension dont il faudrait tenir compte? Si, également. Parce que ça veut dire qu'il y a eu un équivalent de proposé avec une définition, avec des contextes d'usage et avec tout un arsenal pour la diffusion de l'équivalent français important, tout financièrement et en termes de pouvoir. Donc je pense que ça joue quand même un rôle important. Certainement, sachant que spoiler, c'est uniquement le verbe qui même est entré dans le dictionnaire en 2019. En revanche, spoil, lui, n'est toujours pas accepté, on va dire, officiellement. Et même dans l'entrée du dictionnaire du Petit Robert 2019, spoiler est accompagné de la remarque divulgacher est conseillé. Enfin, je ne sais plus si c'est libellé en ces termes. C'est pas dans ces termes, c'est sûr et certain, mais c'est ce que ça voulait dire. C'est vrai que fake news, on a un Fox, mais certes, il y a eu ces campagnes de diffusion, certainement pour appuyer sur le fait qu'il faut utiliser le terme forgé en français. Mais avec, on va dire, la vitesse à laquelle circulent les informations, les médias sociaux, où les gens communiquent de manière instantanée tous les jours, vont-ils forcément penser à se dire « je vais utiliser un Fox » alors qu'il y a fake news qu'ils voient dans les contenus qu'ils regardent au quotidien et qui peuvent être des contenus notamment qui sont déjà anglais en soi. Donc, il y a effectivement et je vous en remercie sincèrement, ce biais à considérer dans une prochaine étude, mais également voir également si les locuteurs, en tout cas ceux qui ont été interrogés, ont connaissance aussi de ces alternatives qui existent. Visiblement, oui, pour éco-blanchiment à 1/3, mais pour d'autres, non. 2/3 ne connaîtraient peut-être pas éco-blanchiment. Et d'ailleurs, 1/3 a choisi mon invention, façade écolo, ce qui m'a beaucoup surprise parce que je me suis dit, celui-là, c'est on va dire, le moins attractif dans la liste. Et il a quand même été choisi à 1/3. Mais peut-être parce qu'il était péjoratif. On arrive à peu près au bout du temps qui nous était imparti. On pourrait se permettre une dernière prise de parole s'il y en a une. Oui. J'ai juste une petite question de curiosité sur la manière dont les participants ont été recrutés. Est-ce que, quand vous avez présenté l'étude, vous leur avez demandé, vous avez dit c'est une étude qui porte sur l'anglais, et du coup, est-ce qu'on pourrait... Parce que là, j'ai l'impression que tout le monde est très positif vis-à-vis de l'anglais. Peut-être que les personnes qui ont une vision négative de l'anglais ont juste vu le sujet de l'étude et se sont dit c'est pas pour moi. Alors, j'ai fait un mail, en fait, un peu type... pour comment dire, motiver les gens, on va dire, à répondre.
Donc ce mail, je l'ai diffusé le plus largement possible avec des listes de diffusion, également sur les réseaux sociaux. Mon entourage l'a partagé au sein de leur milieu professionnel, comme au sein de mes étudiants également, et je sais également à l'extérieur de ces milieux professionnels et des étudiants. Je sais que 419 réponses complètes, c'est pas non plus encore beaucoup. Dans le mail, j'ai simplement dit que je faisais une thèse sur les emprunts à l'anglais, comment ils étaient utilisés, et que je souhaitais recueillir leurs impressions. J'ai été donc très très sobre et je leur demandais leur aide 5 minutes pour répondre à ce questionnaire. Voilà. Merci beaucoup, Aliénor. Merci. Edith, tu as des instructions à transmettre. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc on va se diriger vers la cantine, c'est-à-dire du côté juste derrière la maison de l'université. Donc il y a des personnes qui savent comment y aller. Vous les suivez, j'en fais partie. Il y a également Dora et également le staff. Donc vous suivez, on y va. Il y en a pour 5 minutes de marche environ. À tout à l'heure. Il y a Céline aussi. Oui, on va fermer la salle.